Dans le grand jury d'RFM ce dimanche, Aminata Touré, ancien Premier ministre, ancienne présidente du Conseil économique. Bienvenue dans ce nouveau numéro du grand jury de RFM. Les images ont choqué l'opinion des détenus du camp pénal de Liberté 6. La paradoxale coïncidence, une prison dans Liberté 6. Des détenus donc qui ont filmé les conditions dans lesquelles ils vivent dans cette prison dakaroise, des conditions inhumaines, et c'est quasiment la même situation dans toutes les MAC et autres camps pénaux du pays. Notre invité fut ministre de la Justice. Bonjour Aminata Touré. Bonjour Monsieur Fall. Garde des Sceaux, ministre de la Justice entre avril 2012 et septembre 2013. Il y a cet éternel décalage entre les déclarations officielles sur la situation des prisons sénégalaises et la réalité dans ces lieux de privation de liberté. Et le début de mutinerie survenue jeudi dans le camp pénal de Liberté 6 a encore révélé la vie affreuse qui existe dans ces endroits où sont incarcérés, mais alors des êtres humains. Oui, ceci est un problème. Je voudrais d'abord dire bonjour à vos auditeurs et vous dire tout le plaisir que j'ai de revenir à votre émission. Les prisons, c'est aussi des lieux de vie. Ça, il faut également qu'on se le rappelle. C'est pas des hôtels non plus, parce que les personnes qui sont incarcérées, payent leurs dettes à la société. Mais ceci étant dit, ils restent des êtres humains. Alors, je crois qu'également, il y a une question qu'on n'a pas beaucoup évoquée, c'est les stéréotypes et préjugés qu'il y a autour des prisons. Il y a un adage sénégalais qui semblerait dire que c'est pas bon pour un dirigeant de construire une prison parce qu'on risque de s'y retrouver. Bon, ça, il faut quand même qu'on balaye ça. On a la chance d'avoir des dirigeants là maintenant qui viennent des prisons, donc la purge est déjà faite. Il faut construire des nouvelles, non? Non, il faut mettre à norme déjà celles qui existent. C'est pas la première mutinerie, tentative de mutinerie. C'est pas tentative ou mutinerie elle-même. À un moment, l'être humain, quand il n'a plus rien à perdre, il se révolte. C'est ça la nature humaine. Donc, j'espère que parmi les conclusions du dialogue sur la justice, la question des lieux de privation de liberté, donnera cette discussion donnera des pistes pour véritablement avoir un changement. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, je pense qu'on va aller vers le juge des libertés. On emprisonne à tour de bras pour un oui ou un non. Ça, c'est dépassé en termes d'administration de la justice. On avait amené le bracelet électronique, c'était justement pour éviter ces emprisonnements. Qui n'en est qu'à sa phase expérimentale et qu'il faudra élargir. Mais d'abord, il faudra, à mon avis, et ça c'est le cas dans beaucoup de démocraties, avoir d'autres types de punitions, entre guillemets, qui ne sont pas forcément la privation de liberté. On a le travail, obligatoire, les heures de travail obligatoires, etc. Il y a plusieurs formules. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que, indépendamment des conditions de vie elles-mêmes, c'est qu'il faudrait préparer les détenus à la réinsertion sociale. Les prisons doivent être des lieux où on peut se former, où on peut envisager justement l'avenir avec plus d'optimisme. Donc, j'espère, comme je l'ai dit, que dans la réforme de la justice, ce point-là sera pris en compte très sérieusement. Oui, la question a été évoquée lors des récentes assises de la justice. La surpopulation, c'est le constat de tout le monde. La surpopulation dans les prisons du Sénégal causée par les innombrables mandats de dépôt délivrés au quotidien par les procureurs et autres juges d'instruction. Bon, ceci étant dit, on était dans une période où c'était quasiment du non-droit, où on a ramassé 2021, des centaines, 2024. Oui, ramassé des jeunes qui manifestaient à gauche et à droite. Donc, le problème, il est aussi en amont. Il n'est pas seulement en aval. Il y a beaucoup de gens qui n'auraient jamais dû se retrouver en prison. Vous le dites parce que vous n'étiez plus avec Macky Sall. Mais ça n'a rien à voir. Mais même quand j'étais avec Macky Sall, les événements de 2021, je lui ai écrit une lettre ouverte. Ça n'a rien à voir. Mon propre responsable de Tambacounda a fait 9 mois de prison sans raison. Et il a été libéré comme ça. Donc, quand des gens n'ont rien à faire en prison, ils viennent se rajouter à la population carcérale qui est déjà grande, voilà ce qu'on a. Donc, cela aussi, pour régler les questions de la prison, il faut regarder en amont. Et avoir une justice plus juste, c'est pas un euphémisme,
et avoir aussi des peines alternatives. Je crois que la perspective du juge des libertés, je pense que ce sera retenu, va nous éviter justement ces incarcérations que j'appellerais abusives pour certaines. On attend de voir ce que le président Bassirou Diomaye Faye va décider après ces assises dont la restitution a été faite, les conclusions lui ont été remises, mais on peut se poser déjà des questions. Le système judiciaire va-t-il connaître vraiment une révolution? Le ministre de la Justice va rester chef du procureur, vous connaissez bien. Le Premier ministre actuel nous montre qu'il peut agir dans le fonctionnement de la justice avec toutes ces menaces, tous ces dossiers qu'il agite, qu'il brandit. Bon, on va quand même relativiser tout ça. Je considère que, vu le passé récent du président et du Premier ministre, qu'on va aller vers des réformes de la justice, parce que ils ont vécu dans leur chair tous ces dysfonctionnements et je crois qu'on ne pouvait pas avoir meilleurs acteurs pour envisager une réforme très sérieuse de la justice. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, la réforme de la justice, c'est aussi, disons, la lutte contre l'impunité. Les deux vont ensemble, hein. Faut pas vouloir les séparer. Donc, ce qu'il a dit sur, disons, l'impunité, etc., ben, voilà. Quelle que soit la manière dont c'est dit, c'est une vérité. Mais il va falloir, et ça je suis toujours resté constante là-dessus, voilà, qu'on fasse la reddition des comptes, et qu'il n'y ait pas, bien évidemment, de vocation ou d'intention politicienne. Mais il ne faudrait pas aussi que chaque fois qu'on parle de justice, tout le monde voit autre chose que juste la justice. Donc je pense qu'il faut vraiment voilà, être serein sur ces questions-là, les aborder de manière très engagée, je pense qu'il faut le faire, et que les Sénégalais se réconcilient avec leur justice. C'est ça le problème. Parlant de justice, moi-même, j'ai saisi la Cour suprême concernant mon poste de député, où j'ai été voilà, expulsé manu militari en violation complète des dispositions de la loi. Comme j'ai dit, d'autres ont été arrêtés à tour de bras. Plus jamais ça. Je crois que c'est le sens du dialogue qu'on a eu. Et le président qui reçoit ces conclusions-là, faut se rappeler qu'il a été seulement libéré 4 jours après le démarrage de la campagne. Donc, il n'y a pas besoin de lui faire de grandes théories sur l'injustice dans la justice. Maintenant, comment on va y aller? Vous avez dit le ministre, le garde des Sceaux serait le patron des procureurs. Ça, c'est pas tout à fait exact, au fond. Parce qu'il est clairement dit que le procureur est maître des poursuites. Personne ne peut forcer un procureur à poursuivre ou à ne pas poursuivre. Vous savez quel est le problème? Le problème, c'est qu'il faut que l'éthique soit au cœur, justement, de la pratique judiciaire, c'est tout. Mais aucun procureur ne peut être forcé par aucun membre de l'exécutif, fût-il En théorie, oui. Oui, mais qu'est-ce qui empêche de passer de la théorie à la pratique? C'est la seule décision du procureur en question. C'est la seule. Il n'y a aucun texte de loi qui dit que le procureur doit exécuter les instructions du ministre. Quand on a vu des procureurs d'ailleurs qui n'ont pas suivi le ministère public. C'était le cas de l'actuel ministre de la Justice, Ousmane Diagne. Il n'a pas suivi le ministère public quand il s'est agi du dossier Ousmane Sonko. Oui, sur voilà. Donc c'était pas la première fois. Son inscription sur les listes électorales après la décision du tribunal de Ziguinchor. Donc tout ça. Tout comme on a vu, et ça, c'est toujours sous Macky Sall. Il y a peut-être d'autres exemples ailleurs dans le passé. Un procureur viré en plein procès, le procès Karim Wade, le procureur Alioune Ndao, pour insubordination, disait-on. Mais ça, ce n'est absolument pas juste ni normal. Je rappelle que c'est quand j'étais ministre de la Justice que Alioune Ndao est devenu procureur. Tout à fait. Je n'ai jamais eu à intervenir dans ces actions, pas une seule fois. Mais ça peut changer. Et ça, définitivement, je crois que ce que les Sénégalais attendent aujourd'hui de ces réformes-là, c'est que l'exécutif n'ait plus d'influence sur la justice. Et vous savez comment ça peut se faire? Moi, personnellement, je suis pour que le président de la République continue à présider le Conseil supérieur de la magistrature. Les assises l'ont proposé aussi. En tout cas, moi, c'était mon point de vue depuis toujours. Parce que je considère que il faut bien quelqu'un qui soit pas magistrat pour voilà, intervenir sur les questions voilà, qui se posent. Sauf que le président de la République... Laissez-moi terminer. Quand le président décide de la carrière des magistrats, absolument, il y a une ascendance... Je vous rejoindrai sur ça.
il faudrait absolument plus que le président de la République nomme ou dégomme des magistrats, que ce soit des procureurs, des juges du siège. Le président de la République n'a plus rien à voir avec la carrière des magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature ne traite pas que des questions de magistrats. Hein. Ça aussi, il faut le savoir. Il y a d'autres questions qui viennent sur la table. Ce que le président de la République, par contre, peut faire, je pense qu'il faut une structure ad hoc au sein du Conseil supérieur de la magistrature qui va, sur la base du mérite, de l'ancienneté, de l'éthique, de tous les critères qui seront mis en place, décidera de la fonction, de la carrière des magistrats. Où est-ce qu'on les affecte, pourquoi, comment. Ça, je pense qu'un comité tout à fait autonome et indépendant devrait le faire. Il soumettrait son travail au président de la République qui ferait aussi du contrôle. Parce qu'aussi, il ne faut pas qu'on laisse les gens entre copains faire du copinage. Parce qu'au Sénégal aussi, on sait le faire. Ça aussi, il faut le dire. Donc, le président de la République aurait plus un rôle de ce que les Anglais appellent oversight, pas de contrôle, mais vérifier que tout est, disons, en ordre, conformément à la loi. Et à ce moment-là, il n'aurait plus possibilité, vous, magistrat, voilà, vous n'êtes pas, il n'est pas d'accord avec votre décision, ben, il ne pourra pas vous enlever de votre poste. Donc ça, je crois que c'est la réforme que tout le monde attend. Parce que ce qu'on a vu, c'est le président de la République qui a utilisé la justice à des fins politiques. Donc, et je crois que, comme vous l'avez dit, le président de la République, le Premier ministre, ouais. beaucoup de ministres, quelques ministres aussi, hein, d'ailleurs, en ont souffert, etc. Le chef actuel du gouvernement montre un peu ces signes-là. Je parlais de tout ce qu'il brandit, bande les muscles, discours corsé, contre la presse par exemple. Oui, mais bon, je pense que, vous savez, entre les politiciens et la presse, c'est du « je t'aime, moi non plus ». Et bon, on va essayer de pousser un peu le « je t'aime » plutôt que le « moi non plus ». Mais ça, c'est... Dans toutes les démocraties, il en est ainsi. Hein. Vous avez tellement d'exemples. Ça date pas d'aujourd'hui, d'ailleurs. Mais bon, je pense qu'on gagne tous les deux, quand j'ai tous les deux catégories d'acteurs, à quelque part trouver notre point d'équilibre. Notre point d'équilibre, c'est que nous, quand on fait de la politique, c'est vous qui relayez nos actions, c'est vous qui informez l'opinion, mais vous n'oubliez pas que vous êtes des citoyens ordinaires comme vous et moi. Et que vous êtes astreint aussi à les obligations de tous les citoyens. Donc, je pense qu'on va y aller. Bon, il y a des moments où il y a de la surchauffe, hein, mais bon, on l'a dépassé, je crois. Et c'est comme ça qu'il faut que tout le monde le prenne. On va travailler ensemble. Vous relativisez ce qui s'est passé. Vous relativisez. Oui, je relativise. Et puis bon, je pense qu'on est amené à travailler ensemble, politiciens, voilà, et presse. Et je pense qu'il faut le prendre comme ça. Maintenant, la presse a des obligations aussi. Comme moi, j'ai des obligations. On va parler des impôts. Mais je vous apprends que moi, on avait bloqué mes impôts, mon compte bancaire pendant 2 mois. J'étais envoyé spécial de Macky Sall. Vous m'avez pas entendu me plaindre. Mais tous mes comptes étaient bloqués au Sénégal. C'était sous le directeur général Cherba. Parce que, bon, j'avais un petit retard. Parce que, bon, parfois, la vie est dure. Hein. On a du mal à équilibrer ses comptes, etc. Bon, je me suis rapproché du fisc, j'ai négocié avec eux, j'ai payé et j'ai continué ma vie de citoyenne. Donc c'est comme ça qu'il faut le prendre. Je pense qu'il faut vraiment, en football, on dirait mettre balle à terre et bon, à continuer à nous fréquenter, avec chacun dans la spécificité de son action. Avec quel mode opératoire parce que vous semblez appeler à l'apaisement dans les relations entre le pouvoir et la presse. Mais bien sûr, je pense que c'est ce que nous devons faire. Je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir a besoin aussi que la presse relaie ce qu'il est en train de faire, que les messages que l'on veut faire parvenir aux populations, elles passent par vous, elles passent par la presse, etc. Et on a besoin aussi d'un climat de sérénité. Vous n'avez pas remarqué que le Sénégal est beaucoup plus serein depuis 2 mois, quoi qu'on dise. Bon, on a toujours nos problèmes à régler, mais cette sérénité-là, je pense qu'il faut qu'on y travaille tous. On aura toujours nos contradictions. Voilà, personne n'aime payer ses impôts, mais il faut que tout le monde fasse l'effort de les payer. Moi, vous, tout le monde. Et à ce moment-là, bon, ceux qui ont des difficultés, on verra bien, parce qu'il y a toujours avec le fisc la possibilité de payer à tempérament, mais ça, c'est une question tout à fait légitime aussi. Oui, et il ne faut pas voir ça, à mon avis, comme une attaque. Non. Il y a peut-être pas besoin de mettre en branle la machine fiscale sur les entreprises de presse, comme cela est en train d'être fait aussi, non? Mais moi, j'ai eu la machine fiscale contre moi, un individu. Contre moi.
un individu, et j'étais membre de la majorité. Hein. Bon, je ne sais pas si les autres d'ailleurs ont eu le même traitement, mais en tout cas moi je l'ai eu, parce que bon, j'avais des revenus extérieurs, je louais, etc. Et puis bon, comme j'ai dit, c'était un peu difficile. Et j'ai eu un peu de retard. On m'a bloqué mes comptes. Vous parlez de vos comptes Oui, on me les a bloqués pendant 2 mois. Et il faut vous dire que c'était pas agréable, mais bon. Après, j'ai trouvé les moyens de certainement réduire mon train de vie et de me mettre à jour. Parce qu'il ne me viendrait pas à l'idée aux États-Unis de ne pas payer mes impôts. Il peut y avoir des retards aussi aux États-Unis, mais vous discutez avec le fisc et vous voyez ce que vous devez faire. Donc cette question-là ne doit pas être une question qui doit nous antagoniser. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir. Je pense qu'il y a besoin d'avoir des ressources. Parce que les caisses aussi, quand elles sont vides, écoutez, il faut que tout le monde paye ses impôts, pas seulement les entreprises de presse, je crois que toutes les entreprises. Et surtout les entreprises, moi, à mon avis, multinationales. Ça, c'est aussi un grand débat sur le fisc. Il faut que les multinationales se mettent à payer leurs impôts ici et qu'ils ne le rapatrient pas systématiquement. Ça, c'est une question centrale qui va entraîner, voilà, beaucoup de gens vont se mettre en colère, vont s'offusquer, etc. Mais le débat aujourd'hui, au niveau international, une réglementation qui l'impose. Ah oui, oui, oui. Mais bon, vous savez, les multinationales, c'est ce qu'elles refusent de faire. Elles vont payer leurs impôts chez eux. Et pourquoi? Ça, il faudrait revoir notre législation pour qu'ils payent l'essentiel de leurs impôts dans les pays où ils se font de la richesse. Ça, c'est également une autre question. Vous avez la question du secteur informel. Vous savez, la question des impôts, c'est une question large. Parce qu'il faut en discuter, parce que c'est très simple. Nos États doivent faire des routes, des hôpitaux, des dispensaires, réduire le train de la vie, comme ça vient d'être fait, et je m'en félicite. Mais d'où l'argent va venir? Vous pouvez emprunter, mais vous ne pouvez pas que emprunter. Ça vient des impôts que les citoyens payent. C'est pour ça qu'aux États-Unis, quand vous ne payez pas vos impôts, mais vous savez, ils n'ont jamais pu prendre Al Capone sur toutes les tueries qu'il a ordonnées, les trafics, etc. Ils l'ont pris sur les impôts. Donc, parce que c'est une question centrale. Donc, il faut qu'il y ait de l'éducation aussi à tout cela, à l'impôt, que les gens sachent qu'il faut qu'ils payent. Le secteur informel, il faut trouver une formule. Est-ce que c'est un impôt forfaitaire selon la taille de votre entreprise, etc. Mais en tout cas, pour ce qui concerne la presse, ça ne doit pas être un casus belli entre le gouvernement et la presse. Nous sommes, comme j'ai dit, un couple condamnés à vivre ensemble, et dans tous les couples, parfois, bon, il y a des grincements. C'est comme ça que je le prends. Il n'y a pas que les impôts dans la vie d'un État. Encore que, oui, les entreprises, elles doivent s'acquitter de leurs obligations fiscales. Il n'y a même pas de débat possible là-dessus. Mais quel est l'environnement économique dans lequel ces entreprises évoluent? Vous parlez des États-Unis, qu'il faut payer les impôts. Ces mêmes États-Unis qu'on voit soutenir leur secteur privé, booster les entreprises, faire du dumping parfois. Oui, mais Monsieur Fall, vous savez, les États-Unis, ça a quand même combien d'années d'existence là? 300? Bon, nous on a 63 ans d'existence, 64 ans cette année. Jamais trop tôt pour bien faire, non? Voilà, mais c'est ça. Il faut payer ses impôts, ça c'est un bon début. Il faut soutenir les entreprises. Oui, il faut les soutenir, il faut industrialiser le pays. Le nouveau gouvernement, il est là que depuis 8 semaines, 9 semaines. Il faut quand même être un peu plus tolérant et patient quand même. Je considère qu'ils ont pris des actes très importants, parce que c'était audacieux d'aller vers une tentative de baisse des prix. Ça, je pense qu'il faut vraiment le saluer, et c'est cette volonté de soulager justement les Sénégalais. Pas simple, c'est des discussions, c'est des ressources que l'État affecte justement pour réduire ce coût de la vie-là, la réforme dans la justice envisagée, la reconfiguration même de nos relations internationales, etc. Je pense que ça va dans le bon sens, et c'est pour ça qu'il y a besoin de ce climat d'apaisement, pour que le dialogue avec les partenaires se fasse et s'établisse, comme ça a été le cas avant-hier avec les opérateurs économiques. Ça se fera avec la presse, certainement, mais la presse va devoir s'habituer à payer ses impôts et à se considérer comme des acteurs comme tous les autres. Évidemment, il y a du travail interne à faire à votre sein aussi, hein, parce que bon, vous le savez très bien, hein, tout le monde n'est pas journaliste, tout le monde, etc. Donc, mais tout cela, moi, je souhaiterais que ça se fasse dans un climat de partenariat apaisé, parce on sort de mois de tension, avec des pertes en vies humaines, et
Et ce que les Sénégalais veulent voir, c'est justement plus d'apaisement et que les acteurs aussi soient à la hauteur de leurs responsabilités, que chacun fasse ce qu'il doit faire. Voilà, parce qu'ensemble, c'est ensemble qu'on va construire ce pays. Je ne vois pas comment ça peut se faire autrement. Les enquêtes sur les comptes publics, la gestion du pays par Macky Sall et ses équipes, vous avez dit pas question d'impunité. Votre gestion à la tête du Conseil économique, social et environnemental, l'inspection générale d'État qui aurait constaté que vous avez utilisé près de 2 milliards 200 millions de francs CFA vers les destinations inconnues. La presse qui en a parlé au mois de janvier a affirmé que l'IGE avait d'ailleurs fait une note confidentielle adressée à Macky Sall, alors président de la République. Ça, c'est absolument faux. Ça, c'est de la contre-information. Et ceux qui publient ces informations, vous voyez jamais un individu en parler. C'est on aurait dit, on aurait fait, parce qu'ils savent tout de suite que c'est la plainte au tribunal. Vous pensez que je peux me balader avec 2 milliards comme ça et ensuite me retrouver en face de Macky Sall, comme son opposant Farouche quand il voulait son 3e mandat, etc. Il a ramassé les gens dans la rue pour les mettre en prison. Mais il m'aurait pendu sur la place publique depuis longtemps. Ce n'est absolument pas vrai. Il n'a aucune, je dis bien aucune charge me concernant. Et s'il y en avait une seule, je ne serais pas là à vous parler tranquillement. Des détails absolument, parce qu'il y a aussi l'IGE qui est là, vous avez tout le monde qui est là. Ce n'est absolument pas exact. D'abord, c'était tout simplement... Vous savez, je suis venu, j'ai passé 17 mois au niveau du Conseil économique. Il y en a qui sont restés 6 ans. Mon successeur est resté beaucoup plus longtemps que moi, 17 mois. Mais on aurait pu les auditer. J'ai la gestion, je vous dirais, la plus clean de cette institution. J'ai mon comptable ACP, l'agent comptable public qui est là, qui a été ensuite affecté. Mon DAGE à l'époque a été affecté dans un autre ministère. Ça, c'est de la calomnie pure et dure. Oui, mais justement, voilà, des détails, dans cet article qui en parlait, des détails ont été donnés. Il était écrit que les vérificateurs ont souligné que la somme de 1 milliard 481 millions francs CFA a été retirée en liquide et remise directement à vous, présidente du Conseil économique, par le biais de l'agent comptable qui aurait déclaré aux enquêteurs de l'IGE que la destination de l'argent était laissée à votre appréciation exclusive. Oui, ça c'est de la calomnie et du mensonge, pur et simple. Mais pourquoi il n'a pas actionné Macky Sall à l'époque, son procureur et ses magistrats? Posez-lui la question. C'est absolument faux. L'agent comptable public, il vaque à ses occupations. Le DAGE vaque à ses occupations. Il a même été affecté à l'époque dans un autre ministère. C'est des fonctionnaires. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune procédure qui vous permet d'aller prendre 1 milliard au ministère des Finances et de vous balader avec. Ça n'existe pas. Ça, c'était les officines politiciennes, voilà. Mais pourquoi on m'a pas amené devant le procureur? Pensez que sous Macky Sall, je me serais promené avec 2 milliards ou 1 milliard dans ma poche et je serais là à tout de suite, tous les jours, dire qu'il devait partir le 12 avril et qu'il devait pas faire de 3e mandat. Vous n'avez rien à vous reprocher? Mais absolument pas. J'ai l'une des gestions les plus propres de cette institution. Quand je suis venu, j'ai commencé par faire un audit. Ce qu'ils ne vous disent pas, et l'audit, il l'a reçu, lui, Macky Sall. Vous direz, dans les archives de la présidence, ils sont là-bas. Nous avions un cabinet comptable qui nous aidait à certifier les comptes tous les mois. Parce qu'évidemment, je savais très bien à qui j'avais affaire. Donc ça, ce n'est absolument pas vrai. C'est de la calomnie qui n'a aucun sens. N'importe quel fonctionnaire sait qu'on ne peut pas retirer 1 milliard et se balader avec. Ça, c'est absolument pas vrai. Ceci étant dit, parce qu'on ne va pas s'arrêter sur ça. Par contre, ce qui doit être clarifié très nettement, ce sont tous les audits que lui, il avait sous le coude, qu'il avait déclaré avoir mis sous le coude. C'est de ça que le Premier ministre parlait. Et justement, le Premier ministre Ousmane Sonko, il a tout à fait raison. Il faut que tous ces dossiers-là soient clarifiés. Comme ça a été fait d'ailleurs quand j'étais ministre de la Justice. Tout le monde se met à disposition. Ceux qui ont une gestion où ils n'ont rien à se reprocher, non, il n'y a pas de problème.
Je n'ai jamais dit que tout ce qui était à l'APR était des prévaricateurs. Dans le cadre de la justice, ce que les Sénégalais attendent également, c'est qu'on clarifie leur argent. Parce que si on regarde ce qui se passe actuellement, c'est qu'on manque d'argent. Il nous faut beaucoup de milliards pour notre jeunesse, pour nos centres de santé, pour nos universités. Et si on vous dit dans certains audits que certains, on ne sait pas où sont passés des centaines de milliards, c'est le moment de les ramener et de les mettre justement dans les secteurs où on en a besoin. Voilà la question. Donc je suis à 100% moi pour la reddition des comptes, plus que jamais. Moi, je me suis prêté à cette reddition des comptes. Vous savez, j'étais tête de liste aux législatives pendant qu'on m'auditait au Conseil économique. Ça ne me dérangeait pas du tout. Chaque année, pendant les 24 ans que j'ai fait au système des Nations Unies, chaque fois que je gérais un budget, j'étais audité. Donc, il n'y a pas de problème. Aminata Touré, donc membre de la coalition Diomaye Président, dont vous avez supervisé la campagne électorale lors de la dernière présidentielle. Quelle est aujourd'hui votre place dans cette coalition? J'y suis toujours. Nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons gagné. Donc je soutiens la coalition, je soutiens le gouvernement. Et voilà, on ne fait que commencer d'ailleurs. Il y a des gens qui sont nommés, qui ont besoin d'être soutenus, qui ont besoin de faire des résultats avec notre appui, et puis la vie va continuer au fond. Et puis on verra. Voilà. Diomaye Président, cette coalition qui a porté la candidature de Bassirou Diomaye Faye depuis votre victoire, pas d'animation politique. Oui, mais on récupère, je crois aussi. C'était des mois très très difficiles, une campagne très très difficile. Et puis les Sénégalais sont un peu fatigués aussi de politique. Quelque part, ce qu'ils attendent, c'est des actions concrètes du gouvernement, comme elles sont en train d'être prises. Parce qu'avant de vous engager dans une baisse des prix, il y a beaucoup de concertation, beaucoup de réflexion. Engager déjà tout le dialogue sur la justice, sur l'économie. Les jeunes vont suivre, parce que ça, c'est la grande priorité de ce quinquennat. Voilà un peu les tâches essentielles. Et la coalition, qui dispose aussi de cadres, ça ici il faut le savoir, participe à la réflexion, etc. La politique, c'est pas seulement faire des meetings etc. C'est également de la réflexion, c'est également de la contribution à l'action du gouvernement. Et voilà, les membres de la coalition s'y attellent. Vous, ancienne première ministre, vous auriez donné quel conseil à Ousmane Sonko que certains accusent de faire du dépassement de fonction, dépasser les lignes, les bornes de chef de gouvernement? Oui, mais le Premier ministre, il a son style. Tout le monde le connaît comme politicien, énergique, etc. Et puis je lui conseille de garder toute cette énergie et de s'attaquer aux problèmes qui sont là. Mais son style est son style à lui, tout comme vous avez le vôtre et j'ai le mien. La question aujourd'hui, c'est l'emploi, c'est la baisse des prix. Je pense qu'il s'y est attelé, puisqu'on a une baisse des prix qu'il faut saluer. Je trouve qu'on n'a pas suffisamment salué d'ailleurs cela, parce que c'est pas évident dans ce contexte où tout ce que nous consommons est importé, de pouvoir agir sur les prix. Mais ça a été quand même fait. Alors je pense que pour continuer, ça entre en vigueur demain lundi. Oui. On va surveiller. Mais c'est un travail permanent. L'application sur le terrain. C'est un travail permanent. L'État sénégalais n'a pas assez de moyens de contrôle sur le marché. Mais il va falloir, justement, vous me parlez de conseils à donner, c'est ça, c'est mettre en place aussi un système de suivi des décisions. Parce que souvent, les décisions, on peut les prendre, mais il faut vraiment les suivre au jour le jour pour qu'elles soient efficaces. Voilà, et puis aller à la rencontre des populations sur le terrain. Bientôt, on va voir l'hivernage avec son lot de difficultés comme les inondations, etc. Donc cette énergie-là, il va s'en servir pour être sur le terrain. Lui est le président d'ailleurs, président de la République également. Donc je considère que justement leur âge va être un atout. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'énergie pour prendre à bras le corps les nombreux problèmes pour lesquels les Sénégalais ont élu le président Diomaye Faye. Et ce que je leur suggère, c'est vraiment d'être sur le terrain, à l'écoute des acteurs, trouver des solutions, mais les ministres aussi d'ailleurs, pas seulement le président et le Premier ministre, c'est les ministres, parce que les populations ont besoin de voir
leurs leaders, leurs décideurs à leur côté au quotidien. Et ça, c'est la remontée d'informations directes que vous avez. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est celui-là, c'est d'être en permanence sur le terrain. Bon, il y a des moments aussi où il faut être dans les bureaux, hein, parce que vous avez des piles et des piles de pare-feutres à lire, à signer. Voilà, et je lui souhaite une bonne santé, parce que le poste de Premier ministre et de Président, ce sont des postes qui demandent extrêmement, beaucoup d'énergie physique et mentale. Donc ça également, il faut qu'il qu'il sache se préserver dans une certaine mesure pour y arriver. Mais encore une fois, il faut également que les Sénégalais s'y mettent. Et ça, c'est peut-être la tâche également du gouvernement, c'est de susciter la participation populaire aux actions. Il y a eu le 7-Settle, cette journée d'investissement pour la propreté, mais il faut le faire dans tous les secteurs. Moi, je pense qu'il faut vraiment de la participation populaire, évidemment à la tête qu'on voit ceux qui dirigent, les leaders, les DG, les maires, etc. Je crois que c'est comme ça qu'on va y arriver. Il y aura aussi de la politique. Oui. Vous aurez en face vos adversaires. Amadou Ba. Amadou Ba battu. Et sa première sortie en tant que candidat malheureux à la présidentielle de mars dernier, dans une lettre adressée aux Sénégalais vendredi, il évoque ses nouvelles responsabilités d'opposant. Il annonce en filigrane qu'il va créer un parti politique. On va voir ce que ce sera. Qu'en pensez-vous, Amadou Ba, de sa sortie? Oui, bon, je pense qu'il a pensé ses blessures de la campagne, parce que le pauvre, il n'a pas eu le soutien de celui qu'il avait désigné, Macky Sall en l'occurrence. Le parti était divisé, etc. Bon, mais bref, bon, ça c'est sa décision. Mais ce qui m'a un peu surpris dans cette lettre, je l'ai pas entendu démissionner de l'APR. Je pensais que ça aurait été la première décision. Mais enfin bon, ça c'est sa décision à lui. On attend de voir. Opposition républicaine, il le précise. C'est important ça aussi. C'est tant mieux, tant mieux. Une opposition. Comparaison avec Pastef, par exemple, coalition Diomaye Faye que vous avez soutenue. Oui, mais Macky Sall ne nous offrait pas le choix. Il ne nous laissait absolument pas le choix. Quand 12 heures de temps avant le début de la campagne, vous décidez de reporter l'élection, tout ce qu'il nous restait à faire, c'était de sortir et de manifester. Voilà, ça va dans les deux sens. Quand l'État ne vous offre aucune possibilité d'une action, encore que ce qu'on faisait, c'était tout à fait républicain, puisque la Constitution nous permettait d'organiser des marches, qu'il a fini d'ailleurs par autoriser. Voilà, donc on espère que plus jamais ça. On espère que ce qu'on a vécu, les derniers mois qu'on a vécu, que le Sénégal ne revivra plus jamais ça, et qu'on sera dans une dynamique de respect des lois, de respect des opposants qui respectent également les gouvernants, d'une presse également qui fait son travail d'information sans s'immiscer dans les questions politiques, traiter des questions politiques, mais sans être partisan, etc., etc. Voilà ce que les Sénégalais attendent, que notre démocratie, en somme, passe à un autre niveau. Parce qu'on a frôlé la catastrophe aussi. Hein. C'est pour ça qu'il faut apprécier le moment dans lequel on est. Et moi, en tout cas, ce que je vois comme perspective, c'est il y a toujours des contradictions, il y a toujours des difficultés, mais qu'on puisse vraiment faire prévaloir, à mon avis, le dialogue, la sérénité, et que chacun paye ses impôts aussi. On ne pourra pas non plus éteindre toutes les voix critiques dans ce pays-là. Non, absolument pas. Ousmane Sonko ne le réussira pas. Mais attendez, arrêtons-nous sur ça. Je pense que, personnellement, quelqu'un comme moi, j'ai toujours dit, même quand j'étais avec Macky Sall pendant des années, qu'une démocratie a besoin d'opposition. Ça, c'est la variété des opinions qui font la démocratie. Donc, je pense pas que ce soit ça qui soit à l'ordre du jour quand on parle. Mais c'est l'occasion également, Monsieur Fall, pour revoir un peu de quel type de discours on veut sur la place publique. Pas seulement des discours politiques, mais quel type de discours veut-on que nos enfants entendent? Il faut des discours constructifs, critiques, certainement. Vous critiquez quelqu'un, il apporte l'argument. Ça, il nous faut une démocratie d'arguments. Et on n'entend pas ça du nouveau régime. Voilà. Pas de discours qui rassemble les Sénégalais. On est toujours dans les speeches qui divisent le pays.
Je ne pense pas. Je pense que nous sommes dans la classe politique, que ce soit dans la majorité et dans l'opposition, tout le monde a son style. Hein. Il faut reconnaître à chacun son style politique. Puis un style efficace, hein. Parce que Macky Sall, pour le faire partir, c'était pas avec des discours qu'il fallait le faire partir. Donc l'énergie qu'il y avait dans l'action, elle était nécessaire. On est à une autre phase maintenant. Maintenant, chacun a sa manière de prendre la politique. Et c'est tant mieux, parce que si on se ressemblait tous, la vie serait bien ennuyeuse. Mais cela n'empêche pas que les principes soient mis en œuvre. Voilà, il faut que l'argent public, on sache où est-ce qu'il est passé, s'il doit revenir, qu'il revienne, par exemple, les victimes, ça c'est une question, on ne peut pas parler de politique et ne pas parler des victimes, on en compte une 60aine quand même. On aurait pu se passer des morts suscitées par la tentative de report de l'élection par le président Macky Sall. Toutes ces questions-là, on devrait vraiment définitivement les avoir derrière nous. Macky Sall et sa carrière internationale, envoyé spécial des 4 P de Macron. On vous a déjà vu dans la presse écrite fustiger un peu ses attitudes, un pied ici, un pied là-bas. Pour vous, c'est incompatible. Et pourquoi? D'abord, la première chose, ce qui m'a quand même... Mais c'est le choix de Macky Sall, de faire ce qu'il a envie de faire, c'est clair. Mais qu'un président de la République africain, sénégalais notamment, se retrouve envoyé spécial de son ancien collègue français, ancienne puissance coloniale, moi, ça me met mal à l'aise. Je ne l'aurais jamais envisagé, mais c'est son choix. Je respecte les choix des gens, mais ça présente très bizarrement. Ça, c'est une chose. Il a choisi de le faire. Je l'aurais plus vu, moi, dans une posture africaine où il aurait beaucoup de choses à faire ici, sur le continent. Mais si, en plus, il est le chef de l'opposition exilé à Paris, ça, c'est des incompatibilités de positionnement. Chef de l'opposition, il va falloir trancher. Je ne sais pas comment il veut le dire, mais c'est peut-être excessif comme caractérisation, mais si, d'après ce que j'ai lu dans la presse, à des réunions, il est sur haut-parleur et il parle à ses troupes, j'ai pas entendu de démenti concernant ça, ça veut dire qu'il est directement impliqué dans la vie politique. Vous croyez en son retour un jour dans le jeu politique sénégalais, vraiment, de façon opérationnelle? C'est à lui de décider. Je ne le lui conseillerais pas. Je pense que il a fait son temps et puis il n'est pas parti de la manière la plus élégante. Des poursuites contre lui? Bon, on verra bien. Mais en tout état de cause, je pense que pour moi, personnellement, je pense que la loi d'amnistie doit être rapportée. Je le pense. J'ai été contre le vote de cette loi. Je pense que justice doit être rendue à tous ces morts, blessés, illégalement emprisonnés. Et on doit situer les responsabilités. C'est ça la lutte contre la loi dont Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont bénéficié. Oui, mais aujourd'hui, je considère qu'il faut la rapporter. Moi, je pense à la 60aine de morts qu'il y a eu. C'est ma position. Vous adhérez à cette initiative d'un collectif qui demande même des poursuites contre Macky Sall? Moi, je demande à ce que la justice fasse son travail et qu'on sache qui est responsable. S'il est responsable, il devra répondre. C'est aussi simple. C'est comme ça que je le vois. Ça a toujours été ma position. Même si la loi dit le seul délit pour lequel on peut poursuivre un ancien chef d'État sénégalais, c'est le délit de haute trahison. On verra ce que la justice dira à ce moment-là. Mais laissons la justice éclaircir comment ces jeunes-là qui ne faisaient que manifester ont été tués et par qui. Ça, c'est un devoir de vérité. Vous savez, les Argentins, combien de décennies après, ils ont poursuivi Pinochet? Dadis est en train de faire face à la justice en Guinée. Parce que la vie humaine, elle est sacrée. Et ça, c'est la mère de famille qui vous parle. Elle est sacrée. Ça aurait pu être votre enfant qui manifestait dehors ou le mien. Tué parce qu'on manifeste dans un pays qui se déclare démocratique. Et on fait une loi qui efface. Je suis contre. Je l'avais dit quand on l'a voté. Et moi, je serai pour que la nouvelle Assemblée nationale abroge cette loi et que justice soit rendue voilà. Vous savez, comme on dit, il n'y a jamais de justice, il n'y a jamais de paix sans justice. Et il faut toujours que la justice prévale. En tout cas, c'est ma conviction forte. Vous fustigez le fait que Macky Sall accepte des missions
que lui assigne Emmanuel Macron, le président français qui a reçu Bassirou Diomaye Faye cette semaine en marge d'un sommet sur la souveraineté vaccinale. Oui. La France qui reste jusqu'à l'heure actuelle le premier partenaire du Sénégal, qu'est-ce qu'ils vont en faire selon vous? Mais je considère qu'il faut reformater nos relations complètement, dans le sens de plus d'équité, dans le sens de plus de considération, mais pas seulement la France d'ailleurs, c'est avec tous les pays du monde. Je pense que, voilà, Sénégal d'abord. Les plus importants investissements publics étrangers au Sénégal, c'est la France. On va changer quoi exactement? Mais ce qu'on va changer d'abord, c'est que il va falloir revoir un peu tout cela, s'assurer que tout est équitable, que nous tirons entièrement profit de nos partenariats avec tout le monde, y compris la France. C'est ma position. Et ça, c'est ce que tous les pays du monde font. La France, elle s'occupe d'abord de ses intérêts. Les États-Unis s'occupent de leurs intérêts. Que le Sénégal s'occupe de ses intérêts, quoi de plus normal? Faut pas voir ça comme autre chose que ce que c'est. Surtout que nous allons avoir, nous avons des ressources importantes. Moi, j'avais demandé à l'époque qu'on ait un audit de tous ces contrats miniers d'abord. Il a fallu que mon ami et petit frère Moussa Diop le dise pour que je sache, moi, personnellement, qu'on exploitait des diamants au Sénégal. Vous le saviez, vous, avant? Moi, je ne le savais pas. Hein. Bon, il y a peut-être d'autres minerais qui s'exploitent, etc. Mais il faut que les Sénégalais sachent ce qu'ils ont, de quoi ils sont les propriétaires. Et est-ce que, dans l'exploitation de ces ressources-là, nous en tirons ce que nous devons en tirer comme pays propriétaire de ces ressources? Ce que je dis est d'une simplicité, simple. La France est la fulgurance de l'extrême droite. Le pays se prépare à de nouvelles législatives anticipées parce que les élections européennes ont poussé Emmanuel Macron à le faire. J'ai jamais compris, bon, je commente, hein, et c'est mon droit, qu'on ait donné l'occasion au Front National d'être majoritaire. J'ai jamais compris cette décision, mais bon, ça n'engage que Emmanuel Macron qui a choisi de le faire. Je suis pas la seule à avoir critiqué ça. Et je me mêle de ceux qui me regardent d'ailleurs, parce que j'ai fait une tribune. Les implications avec l'Afrique, le Sénégal. Mais d'abord les implications avec les binationaux, les Sénégalo-français, les Afro-français. Le Front National est connu pour sa rhétorique de violence, de haine et d'attaque même physique. Il y a eu des agressions. Jean-Marie Le Pen, qui lui-même a créé le Front National à l'époque, a été inculpé pour tellement de choses. Et ça, c'est connu. Donc, s'il se retrouve au pouvoir, on peut facilement deviner les conséquences pour justement nos frères et sœurs d'origine africaine qui y sont et d'origine étrangère dans une certaine mesure. Et je considère que le Front National a régulièrement, et le Rassemblement National plutôt, a régulièrement violé les dispositions du droit international dont la France est signataire, notamment la Convention internationale contre le racisme. Ils ont été souvent condamnés pour des actes racistes. Il faut se rappeler également que la première déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'est faite en France en 1789. Qu'un tel pays soit dirigé par ce que moi je considérais comme des partis fascisants, je trouve que c'est une catastrophe, ce serait une catastrophe. Pas seulement pour ce pays-là, mais pour les droits de l'homme d'une manière générale, droits des êtres humains. Et j'invite en tout cas tous les citoyens, pas seulement d'ailleurs afro-français, mais tous les Français qui sont épris de justice et qui croient aussi à la solidarité entre les peuples, à faire barrage. Après le populisme, la démagogie, c'est pour les politiques d'ici et d'ailleurs. Hein. Bon, ça c'est votre opinion, parce que quand même le Front National, je pense que c'est une question très sérieuse. Un populisme qui appelle à qui fustige et qui insulte les Africains régulièrement. Vous les avez vus, Zemmour, pour ne pas le nommer. Tous les jours, insulte les Africains. Nous-mêmes, on a eu notre lot. On a traité les ressortissants quasiment de Louga étant les spécialistes de la vente du crack à Paris. Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Ah ben voilà, dites-moi oui, vous hochez la tête, mais voilà. Et voilà de quoi ils sont porteurs.
des gens comme ça qui vont diriger une nation. Nous avons des intérêts en France parce que nous avons des Sénégalo français en France. Donc ce qui se passe en France nous intéresse. Et comme vous l'avez dit, c'est un partenaire économique de premier plan. Et ça, il faut également que cela se sache. Permettez-moi, Monsieur Fall, de relever aussi le fait que dans certaines parties du Sénégal, en tout cas un bureau de vote au Sénégal, à Saly notamment, c'est Éric Zemmour. C'est Zemmour qui gagne. Mais qu'est-ce qu'ils font là alors? Zemmour qui nous nous insulte à longueur de journée. Vous vivez en Afrique, au Sénégal, à Saly, et c'est là-bas où on a le plus de votes pour lui. Mais c'est un paradoxe innommable. Donc tout ça, c'est des questions qu'il va falloir que nous étudions. Et je pense que le nouveau régime, le président de la République notamment, est porteur justement de cette vision différente de nos rapports avec la France, mais avec le reste du monde. Et j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il ait commencé ses tournées par l'Afrique de l'Ouest. Parce que nous sommes des frères ouest-africains. Moi, je considère qu'il doit mener une campagne de réconciliation pour ramener le Mali, le Niger dans la CEDEAO. Que la CEDEAO comprenne que, bon, écoutez, on peut avoir des différends, mais le plus important, c'est de rester ensemble, parce que nous avons un destin commun. Ce qui se passe au Mali nous impacte, ce qui se passe en Guinée ou ailleurs, au Burkina Faso, nous impacte. Et nous devons ensemble trouver des solutions. Ensemble, des solutions démocratiques, bien sûr, qu'on continue à discuter. Moi, je crois vraiment à cela, et je pense que le président Diomaye Faye pourrait être vraiment quelqu'un qui pourrait faciliter cela. D'abord, il est de la même génération que les jeunes qui sont au pouvoir, qui doivent aussi envisager un retour à l'ordre constitutionnel. Ça également, dans le discours, il faut que ce soit très clair. Il n'y a pas, moi je suis une militante de la démocratie. Je crois qu'on n'a pas trouvé de meilleur système jusqu'à présent. Mais il faut aider justement ces pays frères à y aller, en tenant compte évidemment de leur réalité. Merci Aminata Touré d'être passé devant le grand jury. On termine cette émission par Madame Bassok, que vous avez croisée dans votre cursus, d'abord en tant que syndicaliste, mais en tant que présidente du Conseil économique, social et environnemental, dont il était membre. Il nous a quittés il y a quelques jours, inhumé cette semaine à Dakar, à Yoff. Oui, je présente mes condoléances éplorées à toute sa famille, notamment à sa première femme, Matou, que je connais personnellement. J'ai connu Ngagne, nous l'appelions Ngagne quand j'étais toute jeune, il était aussi relativement jeune. C'était un syndicaliste qui a dédié sa vie à la défense des travailleurs. On se rappelle de la fameuse grève, à la Sénélec, etc. Et il est resté sur ces positions-là. Je l'ai connu parce que j'étais moi-même syndicaliste quand j'étais à la Sotrac. J'avais une vingtaine d'années, début de la trentaine, mais j'étais également une syndicaliste très, très active. Et par la suite, effectivement, je l'ai rencontré au Conseil économique, social et environnemental. Un homme de grande conviction, de grand courage aussi. Parce qu'à l'époque, vous vous rappelez, il avait été arrêté d'ailleurs pendant cette grève de l'électricité. Et il est resté sur ses positions. Que Dieu l'accueille au paradis. Nous avons perdu également Al Dieng, qui était de l'UNACOA, qui était également membre fondateur de F23, et que Dieu les accueille tous les deux au paradis. Le plus important au fond, puisque nous sommes tous appelés à partir, c'est les souvenirs que nous laissons et les hommages que nous recevons, les hommages sincères, et ils ont été des citoyens valeureux. Que Dieu les accepte au paradis. Merci Aminata Touré, merci à Abdou à la régie, merci à tous de nous avoir suivis, restez avec nous et les programmes continuent. Le grand jury la semaine prochaine. Bonne fin de week-end à tous.